Le football, il a changé. Phrase iconique de Kylian Mbappé lors de sa signature au PSG en 2017. À l'époque, c'était peut-être juste une simple punchline qui signifiait pas grand-chose, et pourtant, aujourd'hui, elle trouve complètement son sens. Car le football n'est plus un simple sport, mais c'est devenu une industrie. Un marché, un terrain de jeu pour le sponsor et puissance financière. Les droits TV qui explosent, les clubs qui valent 2 milliards, les compétitions qui se multiplient, et bientôt un calendrier footballistique saturé. Mais alors, comment ce jeu, créé simplement pour opposer 22 adultes, reparti en 2 équipes disputant un ballon rond pendant 90 minutes, a-t-il pu devenir un véritable business mondial, une industrie capable de créer des superstars planétaires et de multimillionnaires? Et dans cette vidéo, je vous explique comment ce football qui nous a tant fait rêver durant des années est sur le point de changer. Pas qu'un peu, mais de façon radicale et irréversible, car plus personne peut arrêter cette machine qui est en marche. Mais avant tout, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Larson le Footix et chaque jour je te parle de football. Alors installe-toi bien confortablement, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour comprendre comment le football sera dans les 10 prochaines années, il faut remonter à 1930, l'année où la toute première Coupe du Monde de football a été organisée en Uruguay par la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Il s'agissait donc de la toute première compétition internationale qui réunissait les nations du monde entier. Et c'est l'Uruguay, pays organisateur, qui remportera cette première édition. Et face au succès immense de l'événement, la FIFA décide d'organiser la compétition tous les 4 ans, afin de laisser le temps aux nations de se préparer, organiser le match de qualification, permettre aux pays hôtes de construire les infrastructures et de maintenir le prestige de l'événement. Ainsi, la 2e édition de la Coupe du Monde aura lieu en 1934 en Italie. Mais pendant ce temps mort, en parallèle, le football de club occupe le joueur à travers de compétitions nationales. Et c'est qu'en 1955 qu'un tournant majeur s'est produit. UEFA crée la Coupe de club champion, aujourd'hui connue sous le nom de l'UEFA Champions League. Alors j'espère que vous connaissez déjà le concept de la compétition, inutile de le répéter, car elle réunit le meilleure équipe d'Europe. Contrairement à la Coupe du Monde qui est organisée une fois tous les 4 ans, celle-ci se joue chaque saison. Et quelques années plus tard, les autres continents s'y suivent. En 1960, en Amérique du Sud, la Copa Libertadores est créée par la CONMEBOL. En 1964, la Coupe d'Afrique de clubs champions est créée sous l'égide de la CAF. Le football devient progressivement mondial au niveau des clubs. Et pourtant, toujours en 1960, une nouvelle compétition est créée, la Coupe intercontinentale. Organisée par l'UEFA et la CONMEBOL, elle oppose les champions de la Coupe de clubs champions européens face aux vainqueurs de la Copa Libertadores. Un match de gala pour désigner le champion du monde. Alors le bug avec cette compétition, les autres continents sont exclus car le niveau est jugé beaucoup trop bas. Alors pour la FIFA, ça reste quand même une dinguerie de se proclamer champion du monde alors qu'on n'a même pas joué avec d'autres continents. La FIFA comprend alors qu'elle n'est pas impliquée dans ces mini-tournois de la CONMEBOL et de l'UEFA alors que normalement c'est elle qui est censée organiser les Coupes du Monde. Et c'est 40 ans plus tard, en 2000, que la FIFA lance la Coupe du Monde de clubs. Ici, le format est différent. Le tournoi rassemble les champions des 6 confédérations membres de la FIFA, c'est-à-dire le champion d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique du Nord. Eux qui étaient exclus de la Coupe intercontinentale de l'UEFA. Cette première édition se déroule au Brésil avec 8 équipes dont le Real Madrid et Manchester United. Mais à la grande surprise de tous, la finale sera disputée par 2 clubs brésiliens. C'est Corinthians qui devient le premier champion du monde version FIFA. Mais la compétition est un échec, une organisation claquée, un manque d'intérêt des fans en Europe, le sponsor qui se retire, d'ailleurs l'édition suivante sera annulée. Mais la FIFA apprend de ses erreurs pour relancer ensuite en 2005 la Coupe du Monde de clubs, mais cette fois-ci avec un format plus court et mieux structuré. Elle se joue chaque année en seulement 10 jours mais avec un nombre de matchs très réduit. Les 2 premières éditions sont gagnées par 2 clubs brésiliens, mais ensuite il y aura une très forte domination européenne jusqu'en 2023 où le Manchester City de Pep Guardiola seront le dernier à soulever ce trophée. Alors mais pourquoi tout à coup cet arrêt aussi brutal? Parce que la FIFA s'est rendu compte que ce mini-tournoi n'avait ni l'impact financier ni le prestige de la Ligue des champions européenne. Or, Gianni Infantino, président de la FIFA, sait très bien que le football de club génère beaucoup plus d'argent que la Coupe du Monde, qui se joue seulement une seule fois tous les 4 ans. Et pendant ce temps, la Ligue des champions, elle rapporte de sommes colossales chaque saison. Face une nouvelle fois à ce manque à gagner, la FIFA lance en 2025 sa toute nouvelle Coupe du Monde de club. Cette fois-ci, il y a 32 équipes, 8 groupes de 4. Les 2 premiers se qualifient pour le 8e de finale, simplement comme se joue la Coupe du Monde des Nations. Le concept est simple alors que la Ligue des champions est hyper exclusive car n'ont droit d'y participer uniquement le club européen. Ici, on inclut tout le monde, même si vous venez d'un petit pays d'Océanie. Bref, pour que tout le monde ait enfin sa part du gâteau dans cette industrie qui est le football mondial. Mais la compétition sera controversée par les Européens car ils estiment que le calendrier footballistique est déjà hyper saturé. Cette compétition mettra en danger la santé de joueurs qui risquent de se blesser davantage. Mais Gianni Infantino, président de la FIFA, utilise son arme ultime pour régler tous ces raffis. Et cette arme, c'est l'oseille. La FIFA met plus de 1 milliard de dollars pour la redistribution de dotations financières pour la compétition. Un chiffre complètement lunaire du jamais vu dans l'histoire du football. Et face à cette pression économique, les clubs européens n'ont pas eu d'autre choix que de se soumettre. La FIFA désigne comme pays organisateur de cette première édition les États-Unis. Non seulement
parce que le pays sera l'un des pays organisateurs de la Coupe du Monde 2026, mais aussi pour bénéficier de sponsors et marques américaines qui vont financer la compétition. Alors là, tout est ok, la compétition se déroule tranquillement en juin et voit Chelsea l'emporter 3-0 face au PSG champion d'Europe en titre en finale. Même si les fans américains n'ont pas répondu aux attentes, économiquement, cette compétition est une réussite. Suite à cette édition, de nombreux clubs européens ont manifesté un grand intérêt pour cette compétition. Chelsea, couronné champion du monde, a empoché environ 100 millions de dollars en seulement un mois. Fluminense, seul club non européen à avoir atteint les demi-finales, a généré plus de 50 millions de dollars grâce à la Coupe du Monde de club. C'est d'ailleurs Florentino Pérez, président du Real Madrid, après avoir goûté à cette sauce, qui ira demander à la FIFA d'organiser la Coupe du Monde de club tous les 2 ans à partir de 2029. En vrai de vrai, Florentino Pérez a vu dans cette compétition le potentiel de son ancien projet de la Super Ligue européenne, un projet qui avait été capoté par l'UEFA. Le FC Barcelone et Manchester United ont mis également la pression sur l'UEFA et la FIFA pour élargir le nombre des équipes à la Coupe du Monde de club, passer de 32 à 48 équipes. Cette augmentation permettrait de supprimer la règle qui limite à 2 le nombre de clubs par pays, règle qui avait exclu le Barça ou Liverpool de la première édition. Un pressing réussi puisqu'en février 2026, selon le média anglais The Guardian, l'UEFA ne s'opposera pas à l'élargissement de la Coupe du Monde de club 2029 à 48 équipes. Un accord aurait été conclu avec la FIFA. Désormais, le nouveau défi de la FIFA sera de rendre cette compétition biennale, c'est-à-dire de l'organiser tous les 2 ans. Car une compétition de club organisée seulement une seule fois tous les 4 ans risque avec le temps bien évidemment de perdre en intensité. Son vainqueur pourrait devenir plus anecdotique, voire moins légitime au fil du temps. Mais la FIFA c'est une chose, le syndicat de joueurs sera strictement opposé à cette décision, à cause d'un calendrier footballistique déjà hyper saturé. Alors la FIFA a une idée en tête, s'inspirer du modèle de la NBA. En NBA, les franchises disputent 82 matchs en saison régulière sans compter le play-off, tout en bénéficiant de 4 mois de repos. Gianni Infantino a déjà une vision claire pour le football de la pré-Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Si ce projet est validé, le calendrier du football mondial pourrait être bouleversé d'une manière irréversible. Dans une interview accordée récemment, Gianni Infantino déclare « C'est un fait que dans le monde entier, si l'on veut jouer partout et à la même période, on peut probablement jouer la Coupe du Monde en mars ou en octobre. En décembre, on ne peut pas jouer dans certaines régions du monde. Et en juillet, on ne peut pas jouer dans d'autres. Nous devons prendre tous ces éléments en compte lorsque nous parlons de compétition d'équipe nationale, de compétition de club et voir comment améliorer les choses pour le bien de tous. L'enjeu est donc de taille. L'objectif serait donc clair, enchaîner le match de club et de sélection pendant la saison et de libérer totalement le joueur pendant l'été. Alors merci si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses réellement de ce bazar. Pense à partager cette vidéo à tes proches si elle t'a plu et n'oublie pas de t'abonner parce que chaque jour je te parle de foot. À très bientôt.